Ok, c'est parti pour la dernière ligne droite. Ok, donc là, ce que je voudrais profiter du coup, on va le faire ça, de toute façon c'est de la théorie, donc voilà, ça au moins ça, on l'aura vu, même si on pourra revenir par la suite éventuellement dessus. Là, je voulais parler un peu du cloud computing et les différents types de gestion de réseau qui peut y avoir. Parce que donc, comme je les ai déjà expliqué, il y a la gestion qui n'est pas le cloud, qui est ce qu'on appelle on-premise, qui est donc le stockage avec tout le matériel, le serveur, tout ça, directement dans les locaux d'une entreprise. Donc ça peut être un ou plusieurs sur un ou plusieurs serveurs, mais ces serveurs-là sont directement stockés physiquement dans la société pour laquelle vous travaillez, enfin la société qui a besoin de ces serveurs-là. Ça, c'est encore assez courant, surtout en fonction de la taille des entreprises. Mais de plus en plus, les entreprises ont tendance du coup à, euh, à mettre toutes leurs infrastructures donc, dans le cloud, c'est-à-dire en déporter par rapport à leurs locaux. Donc, ça, comme on va le voir, ça a des avantages, mais ça peut aussi avoir des inconvénients. Ça, on va y revenir après. On va déjà faire le point sur les différentes infrastructures. Donc, on-premise, c'est la version standard, c'est la version quand on a les serveurs qui sont directement dans la société. Il y a maintenant une deuxième élément qui se fait assez régulièrement maintenant, c'est ce qu'on appelle le cloud hybride. Est-ce que comme ça, quelqu'un aurait une idée de ce que ça signifie? Je ne peux pas dire si c'est forcément moitié-moitié, mais c'est effectivement une partie qui reste dans les locaux de l'entreprise, parce que ça peut... Parler après. Oui, oui, je me doute, t'inquiète. Mais du coup, effectivement, c'est une partie des données qui reste stockée sur des serveurs ou sur un serveur physiquement chez l'entreprise, et tout le reste de ces données sont sur un cloud externe à la société qui peut être hébergé sur Amazon, sur Google, ou sur n'importe quelle autre plateforme de société qui est de cloud. Ça, c'est un élément qui se fait de plus en plus, qu'il y a certaines données qu'on veut pas forcément qu'on veut pas forcément laisser traîner à des personnes extérieures, parce que si on essaie de lire les contrats sont très lourds et très opaques, donc on ne sait pas forcément, même les notes de données, hein, sur le Google Cloud et autres, on ne sait pas du tout comment ils sont analysés et comment ils ont droit d'accès forcément à ces données-là. S'ils avaient besoin d'accéder, est-ce qu'ils ont vraiment aucun moyen d'accéder, ou est-ce que eux, ils peuvent du coup quand même arriver à accéder. Un peu comme dans les téléphones qui sont récupérés Ça après des... là-dessus, Hein. là-dessus, Google, eux, ils sont pas censés respecter la législation américaine. Oui, mais après, normalement, s'ils ont des serveurs qui sont hébergés sur l'Europe, théoriquement, ils sont censés respecter Ouais, après, tout la dépend législation d'où sont les serveurs. d'où sont placés les serveurs. Donc, c'est pour ça que c'est pas.
Et même du coup, la législation européenne n'est pas forcément, c'est pas forcément super clair non plus exactement. Donc, ils jouent là-dessus. Et comme du coup, les données que tu déposes, tu sais pas, c'est compliqué de savoir si le serveur que tu as déposé, s'il est en Europe ou s'il est aux États-Unis, du coup. Théoriquement, il devrait être en Europe, pour les raisons de latence et tout, mais après, qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment dessus? Ouais, il peut jouer aussi sur le fait Et du après, traitement des données, et après sur le lieu où il les est. sauvegardes de serveurs en Europe, du coup, il y a de la redondance, mais du coup, la redondance, si elle est aux États-Unis, elle respecte quel droit? Le droit européen ou le droit des États-Unis? La sauvegarde. Ah ouais, je dirais possible le serveur. Après, c'est pas forcément le cas. Donc, c'est pour ça que c'est pas toujours clair leur truc. Donc, c'est pour ça qu'il y a des sociétés, ils veulent pas forcément donner leurs données à n'importe qui. Après, il y a des sociétés de cloud spécialisées. Je crois que c'est Nexant. Ah, j'ai oublié, j'ai oublié le nom. Côté suisse, là? Non, non, c'est un truc européen et justement, ils se vantent d'avoir des serveurs souverains en Europe, quoi. Il n'y a pas de données qui va en dehors de l'Europe. Tu Ouais, mais vois? je crois que c'est géré par une boîte suisse. Ça, je l'ai déjà vu. Ouais, c'est connu, hein. Ah, j'ai un trou là. Euh, Non, c'est pas Nextcloud, mais Next, quoi tu dis? Nextcloud, Non, non, c'est pas Nextwood, c'est Société de Data je l'ai Center. pas ça. C'est pas au Drive, mais c'est l'équivalent. Par exemple, il y a un centre de données neutre qui, effectivement, normalement, sont censés être en dehors des trucs. Ah voilà, Equinix. Equinix, c'est un des très très gros serveurs de fournisseurs de data center et tout, et de cloud computing. Et donc, du coup, il y a des contrats justement pour que les données, quand on les demande, restent dans des états souverains, on va dire. C'est-à-dire restent en France ou restent en Europe, des états qui suivent la même législation partout. Ils n'envoient pas sur des serveurs qui ne respectent pas la législation pour laquelle vous avez signé. Donc ça augmente la transparence quand même des données. Donc ça fait un peu partie des points faibles. Donc ça, c'était le deuxième du coup. Le cloud hybride qui se fait de plus en plus parce que les gens veulent pas, des fois ils sont méfiants, ils veulent pas forcément garder tout et donner tout à l'extérieur, surtout les données les plus confidentielles. Ou parce que le Après, c'est patron pas comme est... si Google et tout ça n'avaient pas donné des raisons d'avoir des doutes. Hmm. Donc après, ça dépend aussi effectivement du patron aussi, comment il veut gérer les choses. Je sais que le patron d'une ancienne boîte, lui, il voulait rien, tu pouvais rien accéder à rien à distance, quoi. Tout était sur le serveur de la boîte, il n'y avait rien qui allait à distance, sauf pour la sauvegarde. Il n'y a que la sauvegarde qui allait à distance. Et c'est tout. Sinon, tu ne pouvais pas accéder au serveur à distance, ni quoi que ce soit. C'est tout à partir de sur place. Il n'y avait que l'informaticien externe qui avait un moyen d'y accéder. Et c'est tout. Donc c'est pour ça que je dis qu'après, ça dépend aussi des patrons et après de la taille de l'entreprise aussi. Après, on va trouver du coup au niveau du cloud plusieurs possibilités. On va voir, c'est est-ce que des acronymes comme par exemple IaaS, PaaS et SaaS vous parlerez à quelqu'un.
ou au moins le AAS, parce que c'est la même chose à chaque fois. Effectivement, c'est ça. Et donc, je vais expliquer un petit peu plus en détail pour que ça soit plus clair, parce que là, des fois, ça peut pas, la description comme ça n'est pas forcément toujours hyper parlante. Donc, je vais réexpliquer un petit peu ça. Donc, ça serait quand même un élément à relire et tout. Je poserai à un moment ou un autre, de toute façon, la question de qu'est-ce que les IAS, PAS, SAS. Parce que j'ai déjà eu cette question-là en examen. Donc, c'est pour ça qu'il faudra pas non plus négliger cette partie-là sans forcément connaître tous les détails, mais pouvoir exprimer à peu près, faire comprendre ce que c'est et pas se mélanger entre les différents niveaux. Donc, on va commencer par la première, c'est l'IAS. Infrastructure as a service. Donc là, en fait, dans ce cas-là, on va prendre directement le schéma. Là, dans ce schéma-là, le vert, c'est tout ce qui est géré par votre entreprise directement ou par le responsable informatique de l'entreprise. C'est-à-dire que du réseau jusqu'à l'application, tout ça, c'est géré du coup par vous. Si c'est vous le technicien qui gérez tout ça, et ben c'est vous qui allez gérer tout ça de A à Z. Ça, c'est la comparaison avec le on-premise ou on-site. Le deuxième, le IaaS, ici on peut voir que c'est tout ce qui est la partie matérielle. Oui, si vous voulez, ce document-là, il est dans Doc Tuto Cloud et Cloud Computing. Donc là, ici, on voit que ce qui est réseau, stockage, serveur et même la virtualisation, la base de virtualisation, elle est déjà prête. C'est-à-dire que là, vous payez pour que quelqu'un d'autre s'occupe de ça à votre place. C'est-à-dire que vous allez prendre un serveur sur lequel vous allez vouloir mettre des choses, mais tout ce qui est le matériel jusqu'à la virtualisation, à la base du logiciel de virtualisation, tout ça c'est pris en compte par quelqu'un de la société de data center. C'est lui qui va tout gérer. S'il y a par exemple un problème de panne, des disques durs et tout, s'il y a un problème avec un disque RAID qui concerne votre serveur, vous n'avez pas à vous en occuper. Pour vous, c'est transparent. C'est eux qui vont le changer automatiquement. Ça fait partie de leur garantie et de leur service. S'il y a un problème au niveau de la virtualisation, des choses comme ça, et que c'est pas la machine en elle-même qui pose problème, mais vraiment leur plateforme, c'est eux qui vont gérer tout ça. Vous n'avez rien à gérer. Alors que si c'est en on-premise, là, vous avez tout à gérer, tout le matériel, tout l'achat du matériel et tout. Donc, effectivement, dans ce cas-là, il peut y avoir un coût, mais après, c'est à comparer par rapport à on-premise, le coût par rapport à la rentabilité, l'amortissement. Voir la différence entre au bout de combien de temps c'est amorti en on-premise par rapport à combien de temps c'est amorti en tant que IaaS, en prenant compte du coup les pannes éventuelles, sur combien de temps on veut faire fonctionner les choses. Mais par contre, on voit que
le système d'exploitation, ce qu'on appelle le middleware, c'est les différents programmes qui vont permettre de faire fonctionner vos applications, vos données et tout. Tout ça, c'est vous qui continuez à le gérer. Donc, il faut quand même avoir toujours un personnel qui a un minimum de qualifications techniques pour gérer tout ça. Ensuite, on a le deuxième niveau, le PaaS. Donc là, on voit que déjà, le PaaS, lui, c'est Platform as a Service. Et donc là, on voit qu'on s'occupe que des données et de l'application que l'on veut gérer. Et l'application avec laquelle va être liées les données. Et tout ce qui découle des données par rapport à l'application, ça c'est encore vous qui allez le gérer. Donc là déjà, il y a besoin de moins de compétences techniques. Vous pouvez vraiment vous en servir pour travailler directement. Quasiment tout est prêt déjà. Pratiquement, vous avez juste l'application sur laquelle vous voulez fonctionner. Vous voulez travailler ou développer, parce que souvent c'est utilisé aussi par les développeurs. Comme ça, ils n'ont pas à s'occuper du matériel. Le matériel est loué directement dans le contrat. Et ils ont le droit de s'en servir comme ils veulent, enfin, selon le respect de leur contrat. Mais c'est eux qui choisissent ces applications qu'ils veulent utiliser et qui doivent continuer à mettre à jour les applications si nécessaire pour résoudre des failles de sécurité potentielles. Ça ne sera pas à la charge du fournisseur. Et ensuite, il y a le SaaS, Software as a Service. Donc c'est un programme. En fait, ici, avec celui-là, vous n'allez rien gérer à part du coup les données que vous mettez dans l'application elle-même. Mais tout le reste est géré directement par le service à qui vous avez passé la commande. Donc il faut vraiment s'occuper de tout. Si jamais il y a un problème sur l'application, c'est pas à vous de vous en occuper, c'est le fournisseur de l'application et du SaaS du coup qui va s'occuper de tout. Donc là, c'est vraiment la solution la plus simple. Si maintenant on veut essayer de le... Enfin, déjà là comme ça, avant que je fasse la petite comparaison, est-ce qu'il y a des questions? Je vais juste, du coup, je vais l'expliquer là. Je vais prendre un même service et que je vais décliner dans les différents, dans les différents trucs, au niveau de ce que vous avez à faire à ce niveau-là. Donc, je vais faire l'explication, ça va peut-être pas être plus simple. Donc, par exemple, au niveau du on-site ou on-premise, là, par exemple, c'est vous qui allez acheter le serveur, qui allez gérer les disques durs qui sont dans le serveur. C'est vous qui allez créer du coup les raids de disques durs et tout pour avoir une meilleure protection. C'est vous qui allez vous occuper de tout ça. La virtualisation, c'est si on a besoin. C'est pas forcément nécessaire sur une on-premise. Ça dépend ce qu'on met. Mais si par exemple vous avez acheté un Windows Server et dans lequel vous voulez mettre GLPI mais sous un Linux, du coup vous allez devoir mettre un logiciel de virtualisation, que ce soit une VirtualBox, Hyper-V ou bien VMware, pour pouvoir mettre le Linux dessus.
Ensuite, du coup, c'est à vous de gérer et le Linux et le Windows Server. Donc tous les programmes qui vont bien. Et l'application, on va dire que le serveur, vous l'avez pris pour mettre GLPI. Donc de A à Z, c'est vous qui achetez le serveur, qui fait tous les réglages du serveur, qui installez l'OS de base plus un logiciel de virtualisation pour pouvoir mettre un Linux. Et à l'intérieur du Linux, vous allez installer le GLPI. Ça, c'est pour le on-site. C'est vraiment vous qui faites tout de A à Z. Un peu comme quand je vous demande d'installer un GLPI sur un Ubuntu, c'est à vous du coup de créer la machine, de créer l'OS, d'avoir mis le stockage, d'avoir mis le bon network qui va bien pour pouvoir avoir Internet, et ainsi de suite. L'IAS, on va reprendre le même cas de GLPI, sauf que là, du coup, c'est vous qui allez installer le Linux. On vous a donné l'accès à un serveur à distance. Vous avez du coup vous avez un accès en route ou au moins un administrateur sur votre session de virtualisation. Du coup, vous allez installer votre Linux. Vous allez installer le GLPI. Vous allez faire tous les réglages qui vont bien. Et du coup, là, c'est le IAS parce que vous avez quand même dû installer un système d'exploitation pour pouvoir derrière gérer votre GLPI. Et c'est vous qui avez fait du coup l'installation aussi du GLPI sur la machine virtuelle que vous avez créée sur le serveur. Mais le serveur, lui, par contre, il ne vous appartient pas, il est loué. Maintenant, je continue l'explication. Je vais garder toujours GLPI. Comme ça vous parle. Ici, dans le pass, vous avez le système d'exploitation qui est déjà donné. On vous a déjà mis un Linux ou un Windows en fonction de ce que vous avez demandé dans le contrat. Et là, par contre, c'est à vous d'installer le GLPI. Et après, de mettre les éléments qui vont bien pour qu'il fonctionne correctement avec les agents et tout. Et avec les éventuelles extensions nécessaires. Ça, du coup, c'est le pass. La plateforme, on vous fournit vraiment la plateforme clé en main. Il y a le système d'exploitation qui est déjà là et tout. On vous donne les codes d'accès. Et après, vous avez juste à mettre l'application que vous voulez utiliser. Et maintenant, du coup, le dernier niveau, le SaaS. En fait, là, quand vous prenez le SaaS, vous achetez en fait une instance de GLPI sur un serveur. C'est-à-dire que du coup, sur un serveur, on vous donne un GLPI qui est prêt. On vous donne une base de données, elle est déjà reliée à GLPI et tout. Et on vous donne le code super administrateur pour ce GLPI-là. Et après, vous n'avez plus qu'à vous en servir, à créer vos utilisateurs et tout. Et c'est prêt. Vous n'avez rien d'autre à faire. Potentiellement, même, vous pouvez avoir vu, en fonction de ce que vous voulez, avoir vu avec le fournisseur pour qu'il fasse la liaison avec votre AD pour gérer directement les utilisateurs de l'AD dans le GLPI que vous avez pris en SaaS. Ça peut faire partie du package dans ce qui est compris dans le SaaS. C'est pas obligatoire, mais ça peut. Et comme ça, là, vraiment, vous avez vraiment à vous occuper que de l'utilisation de GLPI. Donc, en fait, tous les sites internet, en gros, c'est presque du SaaS. Donc, vous utilisez quelque chose à distance via un site internet, vous êtes déjà dans le cas d'un SaaS. Parce que vous n'avez rien configuré, c'est
c'est le serveur et le site sur lequel vous êtes connecté qui fait la liaison avec tout le reste. Et donc du coup, vous êtes libre, vous, à plus vous occuper que du fonctionnement, enfin que de l'utilisation propre de l'application. Parce que le fonctionnement de l'application, ça c'est pris en charge par le fournisseur, celui qui vous fournit l'accès GLPI. Si à un moment vous n'avez plus d'accès à GLPI parce qu'il y a pour les autres ou pour une autre, il y a un problème, je sais pas, la base de données c'est mal écrite, il y a eu une coupure malgré tout, il y a eu une coupure de courant et ça, la base de données c'est craché. C'est pas à vous de vous embêter et de vous presser, de vous stresser pour réparer la base de données, parce que de toute façon, vous n'avez pas accès. C'est votre fournisseur qui va tout gérer. Après, là, dans ces cas-là, en fonction de si c'est un service critique, bah, vous allez plus ou moins stresser, mais plutôt pour savoir en combien de temps il va prendre en compte votre demande et en combien de temps, du coup, il va pouvoir la résoudre. D'où, encore une fois, l'importance de regarder les SLA quand on prend un contrat. Et là, par exemple, si on prend un SAS et que l'application qu'on a pris avec ce fournisseur, c'est vraiment un truc critique, on a besoin que ça tourne, qu'il n'y ait même pas 10 minutes par jour d'interruption, ça veut bien dire qu'il faut faire en sorte de mettre un contrat pour dire que, attention, on ne veut pas que le serveur soit tombé, enfin que le programme soit tombé pendant plus de X heures ou X minutes. Donc là, on en revient à la notion qu'on avait vue dans GLPI de SLA, Service Level Agreement. Donc comme ça, est-ce que ça paraîtrait plus clair pour toi, Karim? Comme j'ai pris le même exemple, ça permet mieux de comparer. En plus, du coup, GLPI, c'est un exemple que vous connaissez, puisque vous l'avez déjà utilisé, vous l'avez déjà installé et mis en place. Là, sur celui-là, ce qu'il appelle le middleware, le runtime, en fait, c'est plus ou moins les programmes et les librairies qui vont permettre de faire tourner l'application. C'est-à-dire que, en fait, dans Windows, vous avez sûrement dû voir déjà quand vous installez des programmes, il installe des fois DirectX, il installe .NET 3.2, 4, 4.2, il réinstalle des éléments supplémentaires en même temps que quand vous installez un programme. En fait, c'est ça qu'ils entendent par le middleware et le runtime, ce qui va servir sous-jacent à faire tourner votre application, mais qui sont des fois gérés au niveau du système d'exploitation. Donc du coup, dans le pass, il y a besoin que c'est pas votre application quand vous allez l'installer qui va gérer ça, ça doit être déjà installé par le fournisseur. Mais si vous êtes dans un IAS, c'est à vous d'installer toutes les dépendances nécessaires au bon fonctionnement de votre application. C'est plus ou moins une couche un peu, entre guillemets, entre les programmes et le système d'exploitation. C'est ce qui est entendu par là. C'est pour ça que la couche, elle est au-dessus de l'OS, mais en dessous de l'application elle-même. Parce que c'est des éléments nécessaires à l'application. C'est un peu comme dans Linux, quand vous installez un élément qu'on met à page 2, en réalité, si on met juste install à page 2, il va automatiquement
aller chercher des dépendances qu'il a besoin pour fonctionner. Donc si vous ne mettez pas ces dépendances-là, votre application, l'application Apache, s'installera, mais ne pourra pas fonctionner parce qu'elle n'a pas les éléments nécessaires. Donc ça, c'est les trois niveaux les plus standards au niveau du cloud computing. Un exemple qu'on peut mettre en tant que PaaS, par exemple, si on veut donner une autre application, c'est par exemple si vous prenez Shadow, qui est un service d'ordinateur directement en ligne. C'est-à-dire que vous allez acheter un ordinateur virtuel sur un serveur, et là vous prenez la carte graphique que vous voulez, la mémoire que vous voulez, et tout. Vous recevez un petit boîtier pour vous connecter directement au serveur. Donc là, l'OS est déjà mis et tout. Vous n'avez plus qu'à vous occuper des applications que vous voulez faire tourner dessus. Et normalement, du coup, là, vous avez accès, c'est censé vous installer tout ce qu'il y a besoin pour faire fonctionner un peu toutes les applications. Ça, par exemple, ça peut être un exemple de passe. Et là, si on monte un petit peu, ici, il y a un petit tableau avec qui résume un petit peu différemment. Le niveau d'abstraction, c'est-à-dire le niveau où vous avez le moins de choses à faire. Donc si l'abstraction est très basse, comme pour l'IAS, ça veut dire que vous avez quand même beaucoup d'éléments sur lesquels vous intervenez et que vous avez à gérer. Mais en contrepartie, du coup, vous avez un accès quasi total à la gestion au moins du système sur l'IAS. Et potentiellement sur le matériel en fonction de ce qui est demandé. Parce que sur un contrat, si on est sur un contrat d'IAS, on peut déterminer que voilà, pendant 10 ou 20 heures par mois, j'ai besoin d'avoir un deuxième serveur ou de doubler ma puissance parce que je vais avoir besoin de faire des tâches plus importantes. Et donc, du coup, c'est planifié. Et pendant ce temps-là, vous avez 20 heures que vous pouvez utiliser, qui est compris dans le contrat. Mais par contre, il faut faire attention parce que c'est là qu'il faudra bien lire les contrats. J'ai mis un document justement avec les éléments à faire attention sur les contrats. C'est qu'il faut vérifier que si par exemple vous aviez pris 10 heures d'utilisation plus intensive et tout, c'est après ce qu'il faut voir, c'est le coût si jamais vous dépassez ce temps-là. Et c'est un peu pour ça que j'ai pas encore trop essayé AWS ou d'autres choses qu'ils proposent comme Google Cloud. Parce qu'effectivement, a priori, on aurait droit à des instances de petites machines virtuelles et tout, mais il faut bien lire dans les petites lignes, savoir à combien ça va nous revenir si jamais on dépasse d'une heure, parce que du coup on est en train de faire un rendu vidéo et qu'on ne peut pas s'arrêter en cours de route sinon on va perdre 8 heures, et du coup on va dépasser d'une heure, mais il faut déjà être sûr à l'avance de combien on va devoir raquer pour l'heure supplémentaire. Parce qu'en général ça peut coûter vite assez cher. Donc après, là, puisqu'on est à la contrôle total, on gère tout ce qui est l'OS et tout. Il parle de l'hardware aussi parce qu'on peut demander effectivement une extension d'hardware, mais c'est pas nous qui gérons physiquement le hardware. C'est plus du déblocage. Et donc là, il y a un exemple, par exemple, c'est tout ce qui est un certain niveau d'Amazon, de cloud de Google et Microsoft Azure. Donc les avantages, c'est qu'effectivement,
C'est flexible puisqu'on peut demander facilement du matériel supplémentaire et tout en fonction du contrat. On peut rapidement débloquer des ressources supplémentaires. Mais par contre, effectivement, il y a toujours plus de complexité que les autres et le coût peut être souvent plus élevé. Donc le pass, lui, c'est moyen. Donc on a encore quand même des choses à gérer autour de l'application, des éléments en liaison avec les bases de données et tout. Ça, c'est à gérer justement dans le middleware. Aussi, les bases de données. Mais ça peut faire tourner des choses comme AWS, Google App Engine qui permet de faire fonctionner des applications directement à partir du cloud de Google. Et on peut assez vite augmenter certains éléments, mais pas forcément dans la limite du matériel qu'on a demandé. On a une assez bonne souplesse avec ça. Parce que c'est souple, parce qu'on a besoin de se concentrer vraiment que sur certaines tâches uniquement. Et donc, par exemple, si on est développeur et tout, comme ça, on peut passer plus de temps directement à développer qu'à devoir régler la plateforme, à devoir gérer des soucis techniques et tout. Et le SaaS, du coup, là, en fait, on a rien, quasiment, on va dire, rien à faire. On a juste à se loguer dans le programme et à travailler dessus. Mais après, derrière, effectivement, on n'a pas forcément de trop de contrôle derrière. Faut bien lire le contrat et voir, notamment au niveau des sauvegardes, qu'est-ce qui est prévu dans le contrat. Est-ce que la sauvegarde est gérée par le fournisseur cloud ou est-ce que la sauvegarde va devoir gérée par vous-même. Et ça, c'est important parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de l'incendie de Strasbourg. Est-ce que ça parle à des gens? C'était il y a 3-4 ans. Et du coup, pour résumer, c'était un data center d'Orange à Strasbourg qui a grillé, mais bien grillé, hein. Et du coup, en fait, il y en a qui se sont aperçus quand ils ont voulu récupérer leurs données que dans le contrat, en fait, les sauvegardes n'étaient pas comprises dans le contrat. Et donc, il y en a qui n'avaient pas forcément spécialement vraiment fait de sauvegarde régulière. Donc, ils ont perdu toutes les données qu'ils avaient sur leur serveur. Et donc, du coup, derrière, pour redémarrer, ça a été compliqué. Et il y en a qui ont été... ça a impacté quand même 3 millions et demi de sites. Et donc, du coup, il y en a qui ont été très impactés et qui n'ont pas pu récupérer ou quasiment rien de récupérer de données parce qu'ils n'avaient pas de bons plans de sauvegarde. Ce qu'on appelle les PRA, plans de reprise d'activité, ou les plans le deuxième, donc plan de reprise d'activité et le plan PSE, plan de sauvegarde d'entreprise. Normalement, je vous redirai ça, là j'ai un trou, mais en fait c'est des plans, de toute façon je vais vous donner des éléments à lire et à regarder dessus. C'est des plans en fait qui disent que voilà, en cas de tel problème, on peut, en faisant ces étapes-là, on peut régler tous les problèmes en 4 heures ou une journée, en fonction de la cause. Et donc ça, c'est important aussi de connaître les PRA, plan de reprise d'activité,
des entreprises quand vous arrivez ou quoi, parce que justement, en cas de crise, que vous sachiez où trouver les procédures. Voilà. Donc là, vous voyez, c'était le data center qui est en train de cramer et de bien cramer même. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plus de 3,5 millions de sites qui ont été impactés par cette cause. Et du coup, il y en a qui n'avaient pas de sauvegarde. Et donc, on a perdu. Même notamment un jeu qui était assez connu et tout. Bon, après, je sais pas si ça s'était arrangé ou pas, parce que j'y jouais pas. Mais peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de Rust comme jeu de survie en ligne. Bah, eux, a priori, ils étaient hébergés ici, et a priori, ils n'avaient pas de sauvegarde. Donc là, il disait qu'il y en a des sites qui avaient déjà été rétablis, mais d'autres qui l'étaient pas encore. C'est parce que ceux qui ont été rapidement rétablis, c'est justement parce qu'ils avaient des plans de reprise et qu'ils avaient des sauvegardes adéquates pour rapidement reprendre et pouvoir être relogé sur un autre serveur. Donc c'est pour ça que au niveau du SAS, enfin même un peu moins au niveau du PAS, mais au niveau du SAS surtout, il est important de bien vérifier les contrats et notamment au niveau des sauvegardes. La sauvegarde, on va y revenir parce qu'elle est importante à faire, que ça soit sur du cloud ou sur du on-premise. La sauvegarde, c'est un élément fondamental que vous devez prendre en compte dans la gestion des éléments. Ça, je vous ai déjà mis aussi les documents, vous pourrez les consulter dès maintenant, mais de toute façon, on en reparlera parce qu'on fera la sauvegarde à plusieurs niveaux. La sauvegarde du système lui-même, un clone par sauvegarde, après là aussi la sauvegarde partielle, juste de certains fichiers. Donc à ce moment-là, quand on fera ça, de toute façon, on reparlera de la méthode de sauvegarde 3, 2, 1, qui est normalement celle qui devrait être appliquée à toutes les entreprises. Si elles gèrent bien leurs choses. Donc après, effectivement, moins de personnalisation, parce que du coup, comme vous avez accès à rien, vous avez accès vraiment même pas à votre application, c'est eux qui la gèrent. Bah, si vous avez besoin d'un élément spécifique pour l'application, bah, c'est peut-être pas compatible avec votre contrat, ou va falloir payer pour débloquer des éléments supplémentaires. Un peu à la façon des jeux où il faut des DLC pour aller des fois jusqu'au bout. Parce qu'il y a le jeu de base, et puis si on veut aller plus loin, il faut payer. Et donc là, tout ce qui est Dropbox, OneDrive, iCloud, Google Drive et tous les services de Google que vous accédez par les 9 petits points, tout ça du coup c'est du SAS. Puisque vous rentrez les données, c'est tout, vous n'avez rien à installer, c'est déjà prêt à l'emploi. Sur le Pass, par exemple, ça pourrait être un truc que j'ai entendu, je sais que ça se fait mais que j'ai jamais utilisé, c'est ce qu'on appelle Google Colab. C'est en fait, Google va vous laisser un morceau de plateforme sur lequel vous allez pouvoir installer des choses de développement ou des gestionnaires pour gérer de l'IA et tout. Mais du coup, vous allez gérer cette application et Google va gérer le matériel. Donc,
des questions jusque-là? De toute façon, il y a un petit résumé ici, vous pouvez le regarder, mais après déjà, si vous avez à retenir à peu près la notion du tableau pour faire la liaison entre l'IAS, c'est déjà bien. Mais du coup, il y a des petites explications quand même au début, et j'ai mis des vidéos. La dernière notamment montre le... non, si c'est celui-là, c'est juste que je l'ai mis deux fois. Lui, il montre justement le cloud privé hybride, quelques variations en fait. Il va montrer aussi en plus. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a aussi les vidéos, il y a ce tableau-là, il y a quand même des éléments ici si vous voulez lire un peu plus en détail. Mais ce qu'il faut effectivement, c'est de garder en tête les niveaux d'implication entre ça et ce tableau-là. Si on repose la question de classer dans l'ordre de là où vous avez le plus de gestion à faire, dans l'ordre, ben, faudra mettre du coup IAS, PAS et SAS. Et après, on peut vous demander il y a une question, qu'est-ce que l'IAS, ou qu'est-ce que le PAS, ou qu'est-ce que le SAS. Donc ça peut tomber. Donc même si vous prenez pas toutes les explications qui sont marquées en texte, c'est surtout les deux petits tableaux là qui sont intéressants à retenir et à comprendre. Et après, il y a les petites vidéos pour recomprendre avec des schémas en plus, mais qui vont illustrer la même chose que ce tableau-là. Mais en fonction de ce que vous préférez, ce que vous avez meilleure facilité à retenir, au moins vous avez les deux. Vous avez même les trois, puisque vous avez une version graphique, une version texte et une version animée avec la vidéo. Voilà, c'est ce document-là qui est le plus intéressant, mais j'ai quand même mis au niveau par exemple des contrats de virtualisation, c'est pas directement le cloud, mais c'est les serveurs de virtualisation qu'on peut vous mettre en place. Donc il faut bien relire les contrats pour justement éviter que tout soit carré pour éviter les problèmes. Donc la durée, l'objet, les niveaux de service pour être sûr qu'au moins comme ça justement il n'y avait pas le problème de vous pensiez que la sauvegarde était faite alors qu'en fait non, c'était vous qui deviez gérer la sauvegarde. Au moins si le contrat est clair, il a été bien discuté, normalement ce genre de choses ne devrait pas arriver. Là après, aussi discuter notamment de la propriété intellectuelle pour être sûr que les données que vous mettez sur ce serveur de virtualisation, il n'y a que vous qui y avez accès et même eux, la société, n'ont pas accès à ces données-là. Pour préserver du coup des recherches que vous seriez en train de faire ou quoi, ou des documents qui seraient confidentiels. Donc là, déterminer aussi des éléments de force majeure, c'est-à-dire pour lequel l'un ou l'autre des signataires du contrat dit oui, mais là, je peux rien faire parce que c'est de la force majeure. Donc, c'est les cas où il n'est pas tenu de respecter ses engagements.
comme notamment justement un incendie et que pour une certaine raison, il y a ou alors non pas vraiment l'incendie, mais je veux dire, on va dire sur le trajet entre vous et lui, il y a un équipement réseau, il y a la boîte de dérivation de la fibre ou quoi qui a cramé ou il y a eu un accident et quelqu'un est rentré dedans et tout, c'est cassé. Bah là, c'est de la force majeure. Lui, le fournisseur, n'y est pour rien. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez pas. Ça fait partie des choses où il est dédouané et il n'a pas. Vous ne pouvez pas le poursuivre ou lui mettre des pénalités parce qu'il vous offre pas le service. Puisque du coup, c'est pas de sa faute. Donc, c'est pour ça que il est important de lire les contrats, hein, comme n'importe quel contrat que vous signez, hein, que ce soit à la banque, au téléphone, enfin pour de la téléphonie, pour d'EDF et autres, il est important de bien lire les contrats. Parce que par exemple, c'est pour ça qu'il y en a qui se sont retrouvés, qui n'étaient pas chez EDF, qui avaient des prix effectivement corrects, mais qui depuis la guerre en Ukraine se sont retrouvés avec des factures de plus de 80% ou 100%, quoi, voire plus. Parce que du coup, ils n'étaient pas protégés pour ces augmentations-là. Et donc là, c'est pareil pour les services de virtualisation et de cloud. Il faut prendre tous ces éléments-là en compte. Et justement, après, c'est ici qu'on retrouve dans la virtualisation l'IAS, le PaaS, le SaaS. Après, si vous cherchez un peu plus loin, vous pouvez en trouver quelques autres variations de ça. Notamment le CaaS, Container as a Service. Donc c'est un peu entre les deux, mais ça sera plus clair quand on parlera des conteneurs. Donc bon, ça après effectivement, quand on regarde et qu'on réfléchit, c'est des règles logiques de n'importe quel contrat que vous signez. C'est pas après ça peut s'appliquer à plus que la virtualisation ou le cloud. Mais au niveau du cloud, il y a quand même quelques éléments à prendre en compte. Donc là, des points forts, effectivement, c'est assez flexible, c'est ce qu'on peut réguler assez rapidement la puissance aussi ou la taille de stockage qu'on a besoin. Ça peut être accessible à n'importe quel moment par n'importe quelle personne qui a les accès, puisque c'est situé dans Internet. La virtualisation aussi, si elle est dans le cloud. Mise à l'échelle, bon, ça va avec l'élasticité. On peut avoir des formules où on ne paye qu'à l'usage. On a un coût initial et après, on paye que quand on se sert de la machine. Donc, comme ça peut sembler intéressant, mais il faut bien calculer le nombre d'heures, au bout de combien d'heures vous allez dépasser en coût l'achat d'un matériel. Parce que des fois, ça peut aller très vite le coût d'utilisation d'une machine. Et effectivement, innovation, parce que par exemple, si on prend Office 365 dans le cloud, du coup, l'Office est forcément à jour. Donc dès qu'il y a des nouveautés, des trucs de sécurité ou quoi, l'Office est automatiquement mis à jour. Donc vous n'avez pas à vous préoccuper de la condition technique et de savoir s'il faut mettre à jour ou pas Office. Après, il n'y a quand même pas que des points positifs. Il y a une possibilité d'être dépendant
à un fournisseur. C'est-à-dire on lui confie ses données, on fait ses réglages et tout. Et après, des fois, bah, pour déplacer les données vers un autre fournisseur, ça va pas toujours forcément être facile. Et ça, c'est un autre élément que j'ai pas parlé tout à l'heure. Parce qu'on avait parlé d'hybride, mais on a aussi ce qu'on appelle le multi-cloud. C'est-à-dire qu'une entreprise peut avoir une partie des données sur AWS, stockage d'Amazon, et peut avoir une autre partie des éléments sur Google Cloud, mais après que les deux soient capables de communiquer l'un avec l'autre quand même. S'il y a des éléments qui sont stockés sur Google, faut faut qu'ils puissent être gérables et tout aussi par le serveur de AWS. Donc du coup, ça peut potentiellement limiter un petit peu la dépendance à un fournisseur. Donc du coup, la sécurité, il faut effectivement se renseigner pour être sûr qu'il soit bien sûr, essayer de vérifier ça soit quelqu'un de reconnu depuis quelque temps, pas forcément un tout petit qui vient d'arriver et que vous savez pas trop, on sait pas trop d'où est son origine et tout. Donc le verrouillage, bah ça revient en même un peu à la dépendance parce que des fois, si on n'a pas pris forcément le bon fournisseur ou quoi, on va pas pouvoir ce qu'on appelle rapatrier ces données ou pas facilement les rapatrier. D'après vous, qu'est-ce que c'est le rapatriement des données? Et en quoi c'est un élément important? Euh, alors, attends, je vais revenir sur ta question, Karim Abdallah. Euh, quand tu parles de s'adapter avec l'application, c'est-à-dire que c'est nous qui mettons l'application, c'est ça? Ou justement c'est celui où l'application est déjà mis en place par le fournisseur? En fait, il faut l'application qui s'adapte avec le service, ça veut dire s'il y a beaucoup de demandes, qui demandent plus de RAM ou de Ah, puissance, ça justement, c'est ce qu'on appelle s'adapte avec. c'est ce qu'on appelle le scaling. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, du coup, ça va être plutôt géré, ça au niveau de la flexibilité, ça va être plutôt théoriquement au niveau de l'IaaS. Sauf si tu as prévu et que tu sais que tu vas avoir des charges importantes et des fluctuations importantes, ça peut être géré au niveau du pass. Ça dépend de ton contrat et de la négociation que tu as fait. Mais souvent, la plus grande flexibilité quand il y a des périodes de charge, c'est plutôt en étant en IAS. Où t'es plus, mais c'est ce qu'on appelle le scaling, la mise à l'échelle de ton matériel automatiquement par rapport à la charge. C'est ça, hein, du coup, que si j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Et donc ça, après, ça peut être géré potentiellement à tous les niveaux. Ça dépend ce que tu as compris, ce que tu as négocié. Par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu peux avoir négocié, par exemple, de base, une certaine puissance matérielle, mais que tu sais que pendant 20 heures par mois, tu vas devoir faire du rendu vidéo, du rendu d'image 3D et tout, où tu vas avoir besoin de matériel ou de puissance supplémentaire. Ben, la société avec le contrat que tu as, ils vont te laisser utiliser plus de puissance pendant 20 heures. Donc ça dépend après ça dépend un peu du contrat et de comment c'est géré, parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de machines en fonction de justement si elles peuvent être scalées ou pas directement. Donc ça, c'est un peu voir les contrats et voir les négociations par rapport à Esting.
Mais oui, c'est ce qu'on appelle la mise à échelle ou le scaling. Mais après, c'est là que après, ça peut vite monter les coûts. Parce que par exemple, si je fais une recherche vite fait, vous allez voir, ici, là, coût des différentes machines Amazon Cloud. Voilà, parce qu'après, ça dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on veut faire. Par exemple, là, c'est 750 heures par mois. Et justement, celle-ci, elle est remodulable en fonction des régions. Donc là, il n'y a pas les prix. Donc après, eux, ça s'adapte en fonction de ce que tu veux faire. Mais là, il n'y a pas les. Moi, ce que je voulais, c'était les prix pour montrer que. Donc ça peut être soit à la demande, soit des plans à plus long terme pour diminuer la facture. Instance à la demande, c'est ça que je voulais. Et donc là, après, ça va dépendre aussi de la. Les prix vont dépendre de la région aussi. À Paris, on va dire qu'on veut utiliser un Windows. Et donc là, tu vois, tu es à 0,0105 US dollars à l'heure. Mais en même temps, tu n'as que 2 CPU et la mémoire, tu as 0,5 Go de RAM. Donc tu as quasiment rien. Et si tu veux monter de trucs, là, tu es à 0,2 euros. Donc après, il faut confirmer. Parce que là, il ne parle pas du stockage. Il parle vraiment là des processeurs et de la mémoire. Après ici, là c'est justement le volume de données. Donc après, ça va dépendre aussi du volume de données que vous avez à stocker. Donc si pas des gros trucs, ça peut aller. Là, a priori, données entrantes, bon ça c'est gratuit. Les données sortantes, en fonction du volume, ben, c'est par giga, en fonction de la tranche que vous avez. Mais là, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne parle pas du disque dur. Voilà, des fois, ça peut être, faut prendre le temps parce que ça peut être assez lourd aussi à comprendre. Mais voilà, mais il faut bien étudier les choses parce que ça peut vite monter les coûts. Là, ouais, il parle de la mémoire, mais il parle pas de disque dur. Général, du processeur. Voilà, là, j'ai pris un usage général avec 8 processeurs. Je suis à 0,5 $0,5 de l'heure. Mais après, du coup, il faut voir comment tu utilises la machine et tout, pour voir à quel point c'est rentable par rapport à des machines physiques. Donc je dis pas que ça ne soit pas toujours rentable, mais il faut bien étudier les choses. Sachant que de toute façon, tu auras besoin d'une machine physique, même une ancienne, pour pouvoir accéder
au service en ligne, du coup, puisque c'est une machine virtuelle. Il va quand même falloir une machine physique sur laquelle lancer la machine virtuelle. Donc pas oublier tout ça. Et après, il y a plusieurs niveaux aussi de ce qu'on veut, ce qui peut faire du firewall, ça dépend de tous les services qu'on veut. Voilà. Après, donc faut faire attention parce qu'effectivement, là, ils proposent un compte gratuit, mais il faut bien lire les lignes et tout sur quel volume est gratuit pour pas dépasser pour pas potentiellement dépasser le quota qui vous a été alloué et qu'à ce moment-là, ils commencent à vous facturer. Parce que normalement, ils vous demandent votre carte bleue si vous voulez vous inscrire à ce genre d'éléments. Et donc oui, pour en venir à quand même un point important au niveau du cloud, c'est du coup d'être sûr de la souveraineté des données, donc savoir qu'elles vont bien rester dans le même périmètre d'application que si vous étiez sur place. Par exemple, si ça reste bien sur les éléments en France ou sur les éléments en Europe qui respectent du coup les éléments et les règles européennes ou françaises. Donc comme ça évite d'avoir des données qui se retrouvent un peu partout. C'est ce qu'on appelle le cloud souverain. C'est aussi indépendant le cloud souverain est aussi indépendant en général des acteurs majeurs comme Google et tout, parce que justement les règles sont plus claires, sont plus strictes dans le cahier des charges pour être en tant que cloud souverain. Et surtout, du coup, ce que je voulais dire tout à l'heure, dans le contrat qui est important, c'est pour rapatrier les données. C'est-à-dire que si par exemple vous étiez sur Google et que finalement vous n'êtes pas content de leur service, ça vous coûte trop cher ou vous avez décidé de changer de politique, eh ben, il faut être sûr que vous puissiez facilement récupérer les données qui sont sur Google, sur vos instances et tout, pour pouvoir les ramener sur votre serveur chez vous ou sur un autre serveur ailleurs. Et donc ça, il faut être sûr d'avoir bien lu le contrat, de bien poser les questions pour être sûr de comment on peut rapatrier facilement les données en cas de fin de service. C'est ça que veut dire les possibilités de rapatrier les données. Voilà, du coup là j'en reviens à ce que je viens de dire. De toute façon, le modèle de tarification, si c'est à l'usage, il y a un abonnement et tout, pour vérifier justement si vous allez pouvoir faire du scaling up ou down sans coût supplémentaire. C'est-à-dire la flexibilité que vous avez dans le même abonnement, ou s'il va falloir vous passer à la caisse à chaque fois que vous allez vouloir utiliser un peu plus de puissance, même si c'est temporaire. Donc négocier les niveaux de service, donc ça c'est on en vient à négocier les SLA, niveau de service. La sécurité, donc comme je vous disais tout à l'heure, bien vérifier que si vous prenez quelque chose de cloud, bah, les sauvegardes soient bien comprises, par exemple. Si c'est pas un élément que vous devez avoir à gérer pour être sûr que c'est bien, qu'ils vous font bien des sauvegardes derrière. Responsabilité, c'est que chacun prenne sa partie de responsabilité pour éviter les attaques. Que ça soit vous, si vous êtes en IaaS sur le système d'exploitation ou les autres en dessous au niveau du stockage et tout. La sortie, donc c'est là en cas de résiliation de contrat, comment on peut récupérer les données. Et la localisation des données, donc c'est que
les données soient stockées, comme je vous disais, comme on disait tout à l'heure, du coup, dans des serveurs qui respectent les réglementations d'où vous êtes. Si vous êtes en France, de demander à ce que ça soit sur des serveurs qui soient que en France pour respecter la législation française ou européenne en fonction de ce que vous souhaitez. Si on vous dit que c'est hébergé dans un autre pays, bah faut bien confirmer que vous avez bien accès à la bonne réglementation et tout, que ça rentre pas en conflit en cas d'éventuel contrôle et tout. Ou justement en cas de fuite de données, parce que chacun n'a pas les mêmes approches forcément. Et après éventuellement les normes, les spécifications, notamment au niveau du RGPD, pour la gestion des données personnelles. Du RGPD, on en reparlera un petit peu, mais je vais vous laisser surtout du texte à lire. C'est donc du coup le document qui dit qui a accès aux données, pendant combien de temps elles sont stockées, où elles sont stockées, comment éventuellement vous pouvez revenir sur ces données-là. Parce que si vous ne voulez plus, vous avez toujours le droit à l'oubli, c'est-à-dire à faire fermer votre compte et à faire modifier les données. Mais pareil, ça c'est en fonction des sites. Normalement, chaque site, vous devez avoir le droit à l'oubli, mais par exemple, ça a été fait des tests sur Facebook, c'est très compliqué et ça a l'air d'être super clair si c'est vraiment totalement effacé quand vous supprimez le compte. Donc, ça fait partie des trucs qui sont pas mal en évolution, justement, ce genre de choses, pour essayer que les gens gardent un maximum le contrôle sur leurs données. Mais à côté de ça, vous avez tous les sites et tout qui revendent les numéros de téléphone et autres aux opérateurs téléphoniques et aux autres plateformes d'appel. Donc, et je sais que j'aurais déjà demandé une fois, il y en a un, j'aurais demandé, oui, mais comment vous avez eu mes coordonnées au téléphone là? Tut, tut, tut. Il a raccroché direct. Donc c'est assez opaque aussi apparemment la façon dont il récupère les données. Donc voilà, du coup par rapport au cloud, du coup est-ce qu'il y a des questions? Non, on va pas le voir parce que Azure n'a pas de version gratuite. Donc du coup, j'ai pas de possibilité d'avoir un accès. Mais après, la gestion se fait de la même façon que si tu étais sur ton AD, sauf que tu y as accès de n'importe où. Et tu as quelques options supplémentaires dans la gestion et dans les rôles. Bon, il n'y a pas spécialement de questions à l'instant T. Donc demain, présentiel. Mais là, oui, je vous dis au niveau du cloud, c'est surtout de les garder en tête les différentes possibilités de cloud avec le premise, l'hybride, IaaS, PaaS et SaaS. C'est la priorité à bien avoir retenu et compris.
et du coup un peu aussi les avantages, inconvénients que j'ai mis sur l'autre document. Mais quand on y réfléchit, qui sont assez logiques comme argument. Ouais, sur ce, à demain.